Bonjour à tous, ce mardi 15 octobre 2024 est un jour important pour les amoureux de football et les supporters de l'équipe nationale de football du Bénin. Les Guépards en déplacement à Kigali pour affronter les Guêpes ont besoin d'une victoire pour se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue pour se dérouler au Maroc. Alors qu'on serait à 2 jours de la fin de la campagne des éliminatoires. Quelle chance et quelle possibilité de réaliser ce rêve. Les journaux en parlent ce matin. Nous ferons le tour rapide dans les kiosques en attendant le deuxième, plus posé et plus curieux lors de la revue de presse en fin d'émission. Nous l'évoquerons aussi à 2 autres escales pendant ce numéro de votre matinale. D'abord avec le bulletin de l'information sportive et le patron de la rubrique Candide Ronretom. Puis nous en dirons 2 mots lors de nos discussions tout à l'heure avec les débatteurs. C'est notre deuxième sujet d'échange tout à l'heure. Le premier, lui, porte sur cette volonté de Niamey de procéder à la nomination d'un ambassadeur du Niger auprès du Bénin. Nous allons voir ce que cela change dans les rapports entre les deux voisins qui se sont un peu brouillés ces derniers mois. Bienvenue à tous. C'est donc le premier rendez-vous sur l'Actu Matin avec la une des journaux. Fraternité, rentrée judiciaire à la cour d'appel de Cotonou. Les taux enregistrés tant en instance qu'en appel ne sont pas reluisants, dixit Alexis Agbotometaou. Ce jour, au stade Amaoro de Kigali, les Guépards pour écrire l'histoire, la promesse de De Chacus pour galvaniser la troupe. Morel Dagba, précurseur du mouvement libéral. Notre objectif est de réfléchir, de débattre et d'influencer les décisions qui touchent la vie des Béninois, a-t-il confié dans les colonnes du journal qui paraît à Ménotin. Et pour vous qui aimez les affaires, avis de recrutement du projet RCP, c'est dans les colonnes de Fraternité ce matin. Voici le matinal, recrudescence des braquages et cambriolages au Bénin. La pègre de retour s'est demandé. Le journal en page 2, matin libre, non-respect de la loi sur l'interdiction des sachets plastiques. 7 ans après, la rupture semble avoir échoué selon l'observation donc du quotidien Matin libre ce matin. Nous avons dynamisme info, mouvance présidentielle, les 2 grands blocs passés loin de la fusion et puis marche prière prétendument au profit de Patrice Talon quand le dossier coup d'État sert de fonds de commerce. Éduc Action, rapport mondial sur les enseignants, l'effectif des femmes en nette progression, rentrée académique 2024-2025 à l'université d'Abomey-Calavi, la politique de protection institutionnelle présentée. Le quotidien Noko et transport interurbain qui, pour discipliner les conducteurs de minibus Tokpa, a mis donc en manchette le journal L'économiste, perspective économique en Afrique, défis et opportunités pour une croissance durable selon le FMI. Nous avons le Figaro national à présent, élection générale de 2026 vers des listes communes. UPR, BR s'est demandé. Le Figaro national, la nouvelle gazette, direction générale des eaux, forêts et chasse, à Djakou Agenda veut redorer le blason du secteur forestier au Bénin. L'observateur dans les kiosques ce matin a accusé de proximité avec Boko, les démocrates réagissent. Et puis Dabarou, Banaba Sorokuma à propos du 7e anniversaire de son média. Dabarou se réjouit d'être le groupe de presse le plus suivi de la partie septentrionale du Bénin. Éveil Info, rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger. Le pétrole coule, les relations diplomatiques restaurées, mais les frontières toujours fermées. Et puis, éliminatoire 2025, les Guépards plus que jamais proches du rêve marocain.
Et de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, entrée judiciaire à la Cour d'appel de Cotonou. Les taux enregistrés tant en instance qu'en appel ne sont pas reluisants. Dixit Alexis Agboton Metaou. Et puis ce jour au stade Amauro de Kigali, les guépards pour écrire l'histoire, la promesse de De Chacus pour galvaniser la troupe. Morel Dagba, précurseur du mouvement libéral. Notre objectif est de réfléchir, de débattre et d'influencer les décisions qui touchent la vie des Béninois. Et puis, un dernier élément, avis de recrutement du projet RCP, c'est à découvrir dans les colonnes du journal Fraternité dans sa production de ce mardi matin. Et voilà donc ce qu'on peut retenir des informations rapidement lisibles à la une des productions de ce matin dans les colonnes de Fraternité. Quelques curiosités, à commencer déjà par cette manchette sur Alexis Agboton Metaou, premier président de la Cour d'appel de Cotonou. Les taux enregistrés tant en instance qu'en appel ne sont pas reluisants. C'est à l'occasion donc de la rentrée judiciaire hier. L'homme a confié quelques statistiques pour illustrer ses propos, et dans Fraternité, notamment à la page 2, on peut lire ceci, que pour la période en revue pour toutes les matières confondues, 27 468 affaires ont été traitées au niveau des 6 tribunaux de première instance relevant du ressort de la Cour d'appel, avec 16 452 dossiers vidés, soit un taux de 59,89%. On a aussi que 1406 dossiers ont fait l'objet de recours en appel, soit un taux d'appel de 8,54%. C'est le bilan donc présenté par l'homme dans les colonnes de Fraternité, avec d'autres détails qui pourraient vous intéresser. La Cour d'appel de Parakou le 8 octobre 2024 et celle de d'Abomey le 10 octobre, sans oublier celle de la Criette le 9 octobre 2024. Des données, il ressort à la Cour d'appel de Cotonou que 3457 dossiers, toutes matières confondues, ont été traités, dont 1768 dossiers vidés, soit un taux de 51,14% au cours de la période. Sous revue, 273 arrêts ont fait l'objet de pourvoi en cassation, soit un taux global de pourvoi de 15,44%. Il y a bien d'autres chiffres qui pourraient vous donner une idée, doit dire, de la production judiciaire, doit-on dire ainsi, au Bénin. Achetez donc le journal, allez à la page 2 pour vous faire une idée. À la 8, c'est l'actualité sur le continent, avec notamment ce retour sur la crise en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Il y a que le procureur adjoint de la CPI veut relancer un peu la coopération avec Abidjan. Dans quel objectif et pour quel résultat? Fraternité vous propose quelques analyses. Vous avez aussi que le Sénégal se projette jusqu'en 2050. L'exécutif a justement présenté un ambitieux programme économique. De quoi est-ce qu'il s'agit? Quels sont les détails? Fraternité vous aide à voir un peu plus clair. D'autres éléments qui pourraient vous intéresser aussi dans les colonnes du quotidien. Achetez le journal. L'actualité en inter, c'est donc à la page 8. Je vous le rappelle à nouveau. Et puis la grosse actualité, en tout cas pour ce qui concerne le Bénin en matière de football, c'est bien ce déplacement des guépards à Kigali. Ce sera certainement pour écrire l'histoire. En tout cas, Fraternité y croit fermement. Et pour aider justement à l'écriture de cette histoire, la promesse de De Chacus de galvaniser, eh bien, la troupe, l'homme a proposé en cas de victoire des Béninois sur les Rwandais, eh bien, d'offrir de sa propre poche la somme de 66 millions, de francs CFA. Cette promesse, donc, écrit Fraternité, vient en ajouter à la motivation déjà conquise par les joueurs. La sélection n'a plus connu de sursaut autour d'un jeu depuis sa dernière participation à la CAN en Égypte 2019. Faut-il rappeler, à l'occasion, ils ont pu atteindre le stade des quarts de finale, éliminés 1-0 par les lignes de la Teranga, amenés par un certain Sadio Mané. En tout cas, vous aurez d'autres détails lorsqu'on sera à l'étape donc du
premier bulletin des informations sportives. Ce sera avec Candide Rorentor. Avant cela, juste la parenthèse du bulletin de l'information générale. Ce sera avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Et puis l'église protestante méthodiste qui appelle à la paix au Bénin, c'est à travers une messe d'action de grâce dite ce dimanche. Le président et le collège de tous les pasteurs ont prononcé une prière à la préservation de la paix, accompagnée des chants et danses et des messages de vivre ensemble. On va vous donner quelques détails à ce propos tout à l'heure. Et puis, le Fonds de développement des arts et de la culture, c'est le nom de la nouvelle structure d'accompagnement des acteurs artistiques et culturels du Bénin. Les activités du fonds ont été lancées officiellement à travers une conférence de presse en début du week-end écoulé. C'était à Cotonou. On vous donne aussi des détails tout de suite. Voici le bulletin. On va commencer par une note religieuse. Ça aide à bien commencer la journée. En tout cas, on regarde les récentes agitations menaçant la cohésion nationale ces derniers jours. L'église protestante méthodiste du Bénin a dédié spécialement la journée du 13 octobre à la célébration de la paix, Florence. C'est à la faveur d'une messe d'action de grâce que ces hommes de paix ont invoqué le Seigneur à travers prières, chants et danses, sans oublier les messages du vivre ensemble qui sont les temps forts dans le temple de Ebenezer de Jéricho. Suivez le reportage de Jules Echo présenté par Joanita Adjalo. L'union, l'entente et la concorde sont les messages forts qui découlent de cette célébration. Cette messe du renouvellement de la paix divine émane du président et le collège des pasteurs de l'église protestante méthodiste du Bénin. Une initiative qui consiste à célébrer non seulement la paix pour la patrie, mais aussi à rendre un vibrant hommage aux vaillants soldats en charge de la sécurité au nord du pays. Plus que jamais, notre communauté nationale a besoin de faire de la paix une préoccupation de tous les instants. Car depuis plusieurs mois, le Bénin, notre pays, doit faire face à des assauts meurtriers des ennemis de la paix contre l'intégrité de notre territoire et contre la vie de nos populations, notamment dans la partie septentrionale. Et comme la paix est le socle de tout développement, le président national de l'église protestante méthodiste interpelle le peuple béninois à la cultiver. Il invite également à travailler à éviter certaines déviances découlant de nos habitudes quotidiennes et qui portent entrave à la cohésion nationale. Peuple de Dieu, béninoises et béninois, le Seigneur nous invite aussi aujourd'hui à rechercher la paix de notre pays, le Bénin. Nous devons sortir des écrits qui apaisent et ne révoltent pas. Nous devons faire attention aux réseaux sociaux. Évitons des propos ou écrits diffamatoires qui intoxiquent la population et qui peuvent compromettre notre paix. C'est Dieu même, à travers le prophète Jérémie, qui a voulu que ses serviteurs prient régulièrement pour la paix du pays dans lequel ils se trouvent. Ce message de Jérémie contenu dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7, nous invite donc à régulièrement prier, à prier constamment pour la paix de notre pays, la paix dans les foyers et la paix partout dans le monde. Une célébration qui aboutit à une exhortation à la préservation de l'esprit de tolérance et de respect de nos institutions. Cette prière d'insertion consacrée à l'enracinement de la paix au Bénin est dite dans toutes les communautés protestantes, méthodistes, officiant sur l'ensemble du territoire national.
Direction dans le département du Mono où la direction départementale de l'industrie et du commerce revient avec la foire interdépartementale du consommant local. La deuxième édition se déroule depuis le 10 octobre à la Maison des Jeunes de l'Okosa. Un rendez-vous d'échange mais aussi de promotion des produits locaux dont nous résume ici Nassi Salossé. Et de 2 pour la direction départementale de l'industrie et du commerce du Monokoufo avec sa foire interdépartementale du consommant local. Exercice renouvelé ici sur la grande cour de la Maison des Jeunes de l'Okosa sous le thème « Consommant local, un levier de développement industriel, de compétitivité, de résilience de l'économie de l'UEMOA ». Objectif, promouvoir la consommation des produits locaux. Promouvoir la transformation de nos produits locaux est essentiel pour assurer à notre pays une sécurité alimentaire durable. C'est pourquoi je nous exhorte à adopter les produits que nous cultivons, fabriquons et transformons ici même, afin de soutenir le programme d'action du gouvernement dont la transformation de nos ressources locales constitue l'un des axes stratégiques. Et depuis le jeudi 10 octobre 2024, une trentaine de forains venus des départements du Mono et du Koufo exposent ici le fruit de leur génie. Des produits alimentaires à ceux vestimentaires en passant par des œuvres d'art, les stands sont garnis d'articles essentiellement produits dans la région. Cette initiative, dont l'importance n'est plus à démontrer, mérite d'être saluée à sa juste valeur, en ce sens qu'elle contribue à renforcer la fibre patriotique en imprimant dans nos habitudes de consommation le reflet de nous tourner vers les produits fabriqués chez nous. Et une semaine durant, le public est invité à admirer le talent des producteurs. Un espace de valorisation des richesses agricoles, artisanales et culturelles de la région que soutiennent certains organismes internationaux. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour saluer le soutien de Enabel Bénin qui accompagne les femmes et les hommes de la réserve de biosphère transfrontalière du Mono à travers plusieurs initiatives de promotion et de valorisation des produits agroécologiques et biologiques. Et cet événement se tient en marge de la foire nationale qui est cette année à sa 5e édition. À l'échelle des départements du Mono et du Koufo, cette foire prend fin ce mardi 15 octobre 2024. Cérémonie de remise de matériel dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits de plan international Bénin. L'activité fait suite à d'autres déjà menées en vue de l'atteinte des objectifs. Composé de boîtes à images et autres, le lot évalué à une valeur de 13 millions a été remis aux bénévoles devant les responsables de la coordination du projet et bien d'autres acteurs impliqués. Plus de précisions dans ce reportage de Imet Hélène Amousson. Le lot de matériel est remis aux acteurs communautaires impliqués dans la mise en œuvre du projet Ma Santé, Mes Droits de plan international Bénin dans l'ère d'influence d'Adjoun, composé essentiellement de kits d'information dont des boîtes à images sur la planification familiale, les violences basées sur le genre, mais aussi des cartes DCS. Les équipements vont permettre aux bénéficiaires de sensibiliser leurs pairs dans les communautés pour un changement de comportement. Les boîtes à images, les sacs, les affiches que nous remettons aujourd'hui à nos pères éducateurs sont des outils précieux qui permettront d'animer les discussions, d'éveiller les consciences et de transmettre des savoirs indispensables à notre communauté. Nous travaillons à contribuer à ce que le système de santé communautaire et familiale fournisse aux adolescents une éducation sexuelle complète et des informations dont les adolescents ont besoin pour vivre une vie sexuelle épanouie. Et par rapport à ça, nous avons 3 résultats, dont le deuxième concerne donc la mise en œuvre des informations au niveau des adolescents et des parents pour qu'ils puissent vraiment jouir de leur sexualité responsable. Alors, c'est à ce titre-là que nous avons élaboré des outils de communication pour qu'aujourd'hui on se retrouve ici pour une remise. Ciblés par cette activité, les agents communautaires concernés sont ceux des zones sanitaires Pobé à Djawere Ketou et à Djohun Bonu Dangbo. À l'occasion, ces derniers se sont engagés non seulement à utiliser à bon escient les matériels reçus, mais surtout à accomplir avec abnégation la mission qui leur est dévolue. Les boîtes à images que nous recevons aujourd'hui ne sont pas des simples outils pédagogiques. Elles sont des vecteurs d'information précieux
adaptés et accessibles qui nous aideront à transmettre des messages clés sur la santé et des droits de nos concitoyens. Il est également essentiel de rappeler que notre action s'inscrit dans un cadre plus large visant à promouvoir les droits à chaque individu à une santé de qualité. Chaque parent doit avoir les clés pour comprendre non seulement les enjeux de la santé de ses enfants, mais aussi les droits qui y sont associés. Votre mission, chers éducateurs, consiste à transmettre ces valeurs et à encourager les parents à devenir des acteurs de la santé de leurs enfants et de leur communauté. Pour rappel, le projet Ma Santé Mes Droits est financé par l'Union européenne. C'est une approche d'éducation complète à la sexualité liée au droit à la santé sexuelle et reproductive avec les adolescents et adolescentes au sud-est du Bénin. Sur le terrain, l'ONG FADEC a su son opérationnalisation dans les zones d'intervention. Et pour finir, les acteurs artistiques et culturels disposent désormais d'une nouvelle structure d'accompagnement, le Fonds de développement des arts et de la culture. Les travaux sont officiellement lancés ce vendredi à travers une conférence de presse organisée par l'Agence de développement des arts et de la culture. Compte rendu de Samira Touméré et Elvis Tonko. Ce fonds était attendu. Le Fonds de développement des arts et de la culture est opérationnel. Initiative de l'Agence de développement des arts et de la culture, ce fonds a pour but de soutenir et contribuer à la promotion des industries culturelles et créatives en vue de leur développement socio-économique. Premier objectif, faire en sorte que cela réponde aux vœux, aux souhaits de l'ensemble des acteurs culturels. Il faudrait que le fonds arrive à transformer l'ensemble de l'écosystème culturel et artistique, appuyer les différents acteurs culturels pour les projets artistiques et culturels qu'ils veulent développer, faire rayonner le nom du Bénin à l'international et bien sûr à l'interne, et faire en sorte que le professionnalisme soit la donnée essentielle des pratiques artistiques et culturelles. Le Fonds de développement des arts et de la culture couvre toute la palette des disciplines d'expression artistique. Au cours de cette rencontre, un coin de voile a été levé sur ces disciplines. Et quelles sont les disciplines concernées? Nous avons les arts vivants, théâtre, danse, art de la rue, cirque, musique, humour, marionnette, conte, slam et j'en passe. Ça, c'est au niveau des arts vivants. Au niveau des arts visuels, nous avons les arts plastiques, nous avons le design, nous avons les arts urbains, nous avons la mode. Au niveau du cinéma, nous avons le court-métrage, le long-métrage, la fiction, le documentaire, l'animation. Au niveau de la littérature également, nous intervenons. Nous avons le roman, le théâtre, la poésie, la bande dessinée, les essais, les nouvelles. La phase d'explication de cette séance est suivie d'une phase interactive où diverses préoccupations sont exprimées et des réponses apportées. Pour les acteurs culturels, le FDAC vient à point nommé. C'est une conférence que nous attendions depuis, c'est au moins 2 ans. Je pense que c'est une très grande et belle bonne nouvelle que la DAC vient lancer au monde de la culture et des arts, parce que après la suspension du fonds d'aide ou du fonds des arts et de la culture, ce nouveau fonds qui arrive nous donne de l'espoir et nous donne de l'envie de reprendre du travail. Pour être éligibles, les projets susceptibles d'être financés devront remplir des critères bien définis. Le montant du financement varie selon la nature du projet, avec un plafonnement de 30 millions de francs CFA. Le premier appel à projet du FDAC aura lieu le 14 octobre prochain. Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous, Florence Bossa, pour la présentation donc, du bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci à vous. Mesdames et messieurs, dans la journée, vous aurez d'autres rendez-vous d'information, notamment à 13h, à 19h30 et à 22h30. Et les éditions intermédiaires, les petites, on les appelle les bulletins, ceux qu'on a 3 Bénin. C'est à 11h et à 16h par exemple. C'est différents rendez-vous pour vous informer. On continue sur
Canal 3 Bénin. Pour l'instant, Actu Matin se poursuit. Voici le bulletin des informations sportives. Candide, bonjour. Tanguy, bonjour. Avant de nous parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, on va commencer déjà par évoquer, et là nous sommes en football, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec notamment des matchs qui se sont poursuivis hier. Donc il y a eu plusieurs rencontres qui se sont tenues dans le cadre de la 4e journée. 6 rencontres au total jouées au cours de la journée de ce lundi. Le Cameroun s'est imposé au Kenya par un score d'1-0, même score pour la victoire de la Gambie face au Madagascar, 2-1 pour la victoire de la Guinée équatoriale devant le Libéria. Le Zimbabwe s'est imposé par 3-1 à la Namibie. Le Togo s'est incliné à domicile face à l'Algérie après la défaite 5-1 en terre algérienne. Le Mozambique est venu à Boussino-à étrier les Swatini par un score de 3-0. Cette 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations se poursuit ce jour avec plusieurs rencontres à suivre. À 14h, l'Ouganda sera face au Soudan du Sud au même moment. Le Ghana sera face au Soudan. Le Malawi affronte le Sénégal. Le Tchad sera face à la Zambie. Le Lesotho va en découdre avec le Gabon. Puis la Tanzanie sera l'adversaire de la République démocratique du Congo. La Mauritanie reçoit à domicile l'Égypte. Et puis le Rwanda sera face au Bénin. Et là, nous parlons de ce qui concerne notre cher pays, le Bénin. Après la victoire 3-0 au match aller, les Guépards du Bénin seront à nouveau face aux Amavubi Stars du Rwanda ce jour au stade Amahoro de Kigali à partir de 17h. Une nouvelle victoire des Guépards du Bénin les envoie directement en Coupe d'Afrique des Nations de Maroc 2025. Il faut dire que pour les pousser vers cet exploit, le président de la Fédération béninoise de football leur a promis une cagnotte, sinon un gain de 100 000 euros de sa propre poche. Ainsi donc, pour galvaniser les Guépards du Bénin et les pousser vers cette victoire qui les envoie directement en Coupe d'Afrique des Nations pour la 5e fois de leur histoire. Et ça sera ainsi le retour des Guépards en Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences, notamment au Cameroun en 2022 et en Côte d'Ivoire cette année. Tanguy, les Guépards qui sont appelés à l'exploit, sinon oui, à la victoire cet après-midi. La grosse question qu'on peut se poser, ma foi, c'est quelles sont les chances qu'on puisse réaliser justement cet exploit-là, parce que là, nous sommes en terre étrangère et nous sommes en altitude. Nous avons des conditions physiques qui ont été éprouvées récemment, notamment avec tout cet investissement qui a donné 3-0 au match à Ligne. Nous avons dévoilé aussi quelques aspects de notre système de jeu qui a surpris quand même l'adversaire. Est-ce que tous ces éléments réunis nous donnent beaucoup de chance? En tout cas, on peut espérer peut-être que le miracle se fasse, surtout quand on voit un peu comment tout le monde s'implique et surtout cette promesse donc du patron de la fédération de sortir de sa poche environ 70 millions de francs CFA. Ah tiens, c'est pas peu, hein? C'est pas peu, évidemment. Pour soutenir justement les Guépards en cas de victoire. On espère que ça va booster un peu l'énergie. Justement, c'est pas peu, c'est 100 000 euros promis par le président de la Fédération béninoise de football au Guépards du Bénin. Mais après la victoire, le gain de cette victoire pour les Guépards du Bénin sera bien au-dessus de cette cagnotte, sinon de cette somme promise par le président de la Fédération du football béninois, parce que il faut le dire, cette victoire envoie les Guépards directement en Coupe d'Afrique des Nations après 2 absences, notamment au Cameroun et puis en Côte d'Ivoire, et ça sera la 5e qualification de l'histoire du Bénin en Coupe d'Afrique des Nations. De toute façon, on va souhaiter bonne chance aux Guépards du Bénin qui, il faut le dire, dans l'après-midi d'hier ont tenu la séance, leur dernière séance avant cette rencontre avec les Amavubi Stars du Rwanda sur les installations bien entendu du stade Anes de Amahoro de Kigali. Et bien entendu, avant cette séance de reconnaissance de pelouse, il faut dire que les Guêpes du Rwanda ont eux aussi tenu leur dernière séance avant cette explication. De toute façon, la rencontre elle est prévue pour 17h béninoise au stade Amahoro en terre
rwandaise. Tanguy, on va souhaiter bonne chance au Guépard du Bénin pour cette rencontre. On va poursuivre avec les autres rencontres prévues pour le compte de cette journée. Le Botswana sera face au Cap-Vert à 14h. Le Niger affronte l'Angola. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, sera face à la Sierra Leone qu'elle a battu au match aller. La Guinée-Bissau sera l'adversaire si on reçoit à domicile le Mali. Le Congo-Brazzaville sera face à l'Afrique du Sud à domicile. La République centrafricaine accueille le Maroc. Le Royaume chérifien à partir de 20h. Au même moment, l'Éthiopie sera face à la Guinée. Puis les Comores, eux aussi, seront face à la Tunisie. La dernière rencontre prévue pour le compte de cette journée, c'est bien sûr cette rencontre entre la Libye et le Nigeria. Tanguy, il faut se poser maintes questions sur cette rencontre. On se demande si cette rencontre aura lieu ou non, parce qu'on a vu les Super Eagles du Nigeria qui, après plusieurs heures de vol, ont atterri en terre libyenne le dimanche, bien entendu dans la nuit du dimanche au lundi. Mais après, les Super Eagles, sinon les joueurs nigérians, ont été bloqués dans un aéroport en terre libyenne plusieurs heures durant. Ils étaient contraints de retourner, sinon de dormir d'abord dans cet espace aéroportuaire. Le capitaine de cette sélection, bien entendu William Troust Ekong, l'a d'ailleurs dévoilé sur les réseaux sociaux, notamment via son compte Twitter. Voilà. Il dit ceci: plus de 12 heures dans un aéroport abandonné en Libye après que notre avion ait été détourné pendant la descente. Le gouvernement libyen a annulé notre atterrissage autorisé à Benghazi sans aucune raison. Ils ont verrouillé les portes à l'aéroport et nous ont laissés sans connexion téléphonique, sans nourriture ni boisson. Tout cela pour jouer à des jeux d'esprit. Donc après avoir dormi dans cet aéroport et après y avoir passé plusieurs heures, les Super Eagles du Nigeria ont décidé de boycotter cette affiche et de saisir les autorités compétentes pour faire la lumière sur cette situation. Et il faut le dire, quelques heures après, ils ont rallié le Nigeria, où ils se disent qu'ils vont boycotter cette affiche. Bien entendu. Dans l'histoire, je veux bien voir comment est-ce que la CAF va gérer cette histoire. Faut-il dire, non pas à la décharge de la Libye, il faut déplorer franchement ce qui s'est passé hier et dont a été victime l'équipe nationale nigériane de football. Mais il faut le dire, les Super Eagles aussi ont cette habitude d'accueillir. Ils ont cette habitude aussi d'accueillir leurs adversaires comme ça en terre. Le Bénin en a fait les frais. Beaucoup, parce que parfois ils vous font atterrir soit à Abuja, soit à Lagos, et ils vous remettent un bus et vous traversez tout le Nigeria pratiquement pour aller jouer dans le nord du pays. Je crois que peut-être la Libye a exagéré, mais il ne faut pas oublier que le Nigeria aussi, il sert souvent ce plat-là à ses adversaires. Justement, et il faut dire que toutes ces situations fâcheuses ne soignent pas forcément l'image du football africain. Eh bien, la fêtière du football du continent a d'ailleurs dit avoir saisi son jury disciplinaire pour enquête après les expériences troublantes et inacceptables vécues, bien entendu, par l'équipe nationale de football nigériane. La Confédération africaine de football a pris contact avec les autorités libyennes et nigérianes après avoir été informé que l'équipe nationale de football du Nigeria, les Super Eagles, bien entendu, ainsi que le staff technique ont été retenus dans des conditions inquiétantes pendant plusieurs heures dans un aéroport où les autorités libyennes les auraient invités à atterrir. L'affaire a été soumise au jury disciplinaire de la Confédération africaine de football pour investigation et des mesures appropriées seront prises à l'encontre de ceux qui ont violé les statuts et règlements de la Confédération africaine de football. Ainsi, voilà le communiqué de presse publié par la fêtière du football africain. Tanguy, on va fermer cette page réservée aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, sinon pour le rendez-vous de Maroc 2025, et se projeter maintenant sur ce que la rédaction sportive de Canal 3 Bénin propose à nos téléspectateurs ce matin. Et bien sûr, c'est le document de la semaine. C'est l'un des sports de la famille des Jeux de main qui gagne en côte depuis quelques années au Bénin, en équipe ou
individuel en salle ou en plein air. Ce jeu s'adapte comme les autres sports à n'importe quel type d'environnement. Il s'agit bien sûr du jeu de balle au tambourin. En septembre dernier, le Bénin a inscrit son nom dans le gratin des pays à succès au 27e tournoi international de tambourin. Ces performances illustrent l'histoire d'un pays aux grandes ambitions dans cette discipline. Le jeu de balle au tambourin sur la route de l'excellence, c'est le nom du doc de la semaine de ce mardi. C'est une réalisation de Maël Roubelou. Plus d'une semaine après son retour au Bénin, Auriol, joueuse de l'équipe nationale féminine de tambourin, a repris ses habitudes. Finaliste de la série B au dernier mondial de tambourin à Pen Mirabeau en France, elle rumine encore cette défaite qui l'a privée du sacre final. Bon, d'une part, je dirais que je suis un peu déçue. Le pourquoi? Parce que pour moi, c'était d'obtenir le trophée, le grand trophée, mais avec l'expérience qu'on a eue le jour-là, c'était pas facile. En face de nos adversaires, c'était pas facile, mais d'une part, je suis contente d'avoir occupé cette place. La pilule a du mal à passer, mais il faudra bien faire avec. En France, les Béninoises ont eu peu de temps pour s'acclimater. Face à des adversaires plus coriaces et expérimentés, Auriol et ses partenaires ont prouvé qu'elles avaient non seulement du répondant, mais aussi toutes les qualités pour performer au plus haut niveau. On a essayé de notre mieux. Avec le jeu de l'extérieur, c'est pas facile. Sinon, au Bénin, on n'avait pas l'habitude de jouer. Donc, c'est arrivé là-bas. On a travaillé. On s'est donné à fond avec mes coéquipiers. Bon, on a pu donner le meilleur de nous-mêmes. On a occupé la deuxième place. C'était pas facile, mais c'était bien quand même. Chez les messieurs, par contre, la réalité du haut niveau était de tout autre acabit. Vice-champion de la série C l'année dernière, le Bénin jouait dans le tableau supérieur cette année. Bilan à l'arrivée, 5 défaites en autant de matchs disputés. L'équipe masculine a donc terminé 6e de la série B. Un parcours compliqué mais riche en leçons pour l'équipe béninoise qui préfère voir le verre à moitié plein. Cette année, en série B, c'est un peu compliqué pour nous et on a eu beaucoup de défaites. Mais l'objectif est atteint du point de vue personnel parce que on a grandi, on a beaucoup grandi et on a perdu des matchs sur les détails près. C'est vrai, c'est difficile parce que le jeu à l'extérieur repose principalement sur trois joueurs, les 2 fonds et 1 tiers. Et on n'était que 2 au fond et il nous manquait 1 tiers. Dès que l'adversaire a su qu'on n'avait pas de tiers, toutes les balles passaient par là. Quoi qu'il en soit, au détour de ce tournoi classique de Pen Mirabeau, le Bénin sort grandi dans les différentes catégories. Cette aventure dans l'Hexagone a permis à la délégation béninoise de décrocher 3 trophées. Outre la participation des équipes hommes et dames, le sifflet béninois était également à ce rendez-vous. De quoi mettre le Bénin sur un piédestal dans cette discipline dont elle revendique l'expertise sur le continent. Nous pouvons déjà nous affirmer comme cela se doit en tant qu'expert du sport tambourin en Afrique. Aujourd'hui, le Bénin a le sifflet. Nous avons les meilleurs sifflets du sport tambourin au monde. Nous avons 2 éducateurs spécialisés et une animatrice spécialisée qui viennent fraîchement de faire leur premier stage en Europe. Ils viennent d'arriver. Avec ce petit groupe, je crois, nous allons poursuivre la formation des élites. Et cela fait qu'aujourd'hui, on peut, avec notre participation au tournoi classique des Pen Mirabeau et le niveau de performance que nous avons actuellement, on peut se targuer le luxe de dire que nous sommes désormais vraiment les pionniers du sport tambourin en Afrique. Luxe et prestige riment souvent avec qualité, une équation que les instances fêtières du tambourin au Bénin, mais aussi en Afrique, ont décidé de résoudre à travers des stages de formation à l'endroit des athlètes et arbitres. Durant l'été, ils sont 3 à avoir bénéficié de ce programme d'appui et de renforcement de capacité. Maintenant outillés, leur mission est de répandre la bonne nouvelle dans les 4 coins du Bénin et du continent. Nous avons travaillé sur le schéma tactique, technique et ces acquis sont à mettre à la disposition de nos amis béninois, nos coéquipiers pour améliorer leur niveau. Et ça servira aussi à toute l'Afrique.
Bien vrai, on a eu à travailler là-bas, on a reçu beaucoup de techniques et arriver ici, c'est pour partager avec mes coéquipiers. Tout le monde doit être au top pour que l'année prochaine, s'il y aura des matchs, tout le monde aura le meilleur de lui. On est rentré il y a une semaine et jusque-là, on n'a pas encore préparé les fiches techniques parce que désormais, il faut travailler de façon technique. Okay? Donc nous n'avons pas encore préparé les fiches techniques et c'est en cours. Nous trois, nous allons nous voir préparer les fiches techniques, c'est en cours. On s'est déjà fixé de donner des rendez-vous pour le faire. Et déjà avec le jeu, les séances, on a déjà fait au moins 3 séances. Individuellement, on essaye quand même de corriger d'abord avant de démarrer la séance en groupe. Si les plans ont été mis en terre, la récolte ne saurait tarder. Des échéances au plan continental et international pourront permettre aux athlètes de mettre en lumière les acquis de leur formation. La prochaine en vue est la Coupe de l'Amitié et qui aura lieu au Bénin. On aimerait bientôt en 2025 organiser la Coupe de l'Amitié qui va regrouper beaucoup de pays de l'Afrique, c'est-à-dire les nouveaux pays que nous avons, c'est-à-dire le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, et on aura le Niger, et le Maroc, et le Burkina, des pays qui sont déjà prêts. Donc on aura tous ces pays et on aura invité 2 pays de l'Europe, la France et l'Italie qui va se joindre à nous pour pouvoir jouer cette coupe-là avec nous, pour nous donner plus d'engouement, pour que les gens puissent maîtriser. Ils vont profiter aussi pour faire des formations aux gens en même temps. Le jeu de balle au tambourin, loin d'être un sport exclusif, est inclusif à tous les âges et à toutes les couches. Sur toute l'étendue du territoire national, des pôles d'initiation sont en place pour apprendre à qui le souhaite la pratique de cette discipline. En équipe ou en individuel, le tambourin sait s'adapter à toutes les surfaces. Il y a le beach qui se joue à la plage ou à un endroit où le sable est à 80 cm de profondeur, tout simplement vous pouvez jouer le beach. Mais le beach se joue avec un filet au milieu, c'est aussi très plaisant. Et je crois qu'il y a un programme de développement du beach au Bénin qui se met en place progressivement là. Et bientôt vous aurez sur toutes les plages, tous les week-ends, une équipe en train de développer le beach time. Les ambitions sont grandes. L'objectif, c'est de voir le Bénin être dans le carnet d'as, être, pourquoi pas, discuter la première place, même si ceux-là, l'Italie et la France, sont des dieux à cuire dans cette discipline. Les objectifs affichés pour que le Bénin devienne un pôle d'excellence dans cette discipline. Voilà, vous l'avez compris, le Bénin veut exceller dans le domaine du jeu de balle au tambourin et bien sûr, le chemin est tout tracé et la démarche s'ensuit. En tout cas, on va lui souhaiter très bonne chance à cette équipe-là. Candido Moueto, bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, c'était les sports chez vous. Tout de suite, mon invité, je rappelle que c'est Ulrich Vital-Arotondi, le président de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias. On va parler de l'actualité de l'ODEM. Voici l'invité ce matin. Ulrich Vital-Arotondi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias pour la 9e mandature. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin pour parler du projet d'actualisation du code de déontologie et de l'éthique dans les médias. Monsieur le président, pourquoi faut-il relire le code de déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin? Est-ce juste parce que le code a fait 25 ans maintenant? Alors, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je remercie également Canal 3 pour tout ce que vous faites pour l'information au Bénin. Oui, le code a 25 ans, vous l'avez dit, c'est 1999. Et donc, c'est pas parce que le code a seulement 25 ans, mais il y a 25 ans, justement, on n'avait pas intégré les différents paramètres, surtout des questions en ligne. Le journalisme en ligne, les questions numériques aujourd'hui sont devenues un défi pour l'autorégulation, même pour la régulation. Donc, il était temps que nous puissions mettre notre code aux normes,
que nous puissions mettre notre peau donc au diapason de la technologie, si on peut ainsi dire, rester vraiment avec notre temps pour que nous puissions continuer effectivement à faire ce monitorage des médias qui est nécessaire, parce que vous voyez la vitesse vraiment de l'information aujourd'hui, ça préoccupe. Et dès que nous rentrons dans la question de mésinformation, de désinformation, il faut pouvoir recadrer, il faut avoir des outils capables donc de nous permettre de continuer ce suivi des médias pour le développement de notre pays. Alors, il y a quelques mois que le processus a été enclenché, Monsieur le Président. Quelles sont les autres étapes suivies pour une large consultation des acteurs des médias, afin que ce ne soit pas comme un exercice fait en vase clos? Oui, déjà, vous avez certainement souvenance qu'à Cotonou, ici, nous avons réuni donc la presse béninoise à l'Institut Jean-Paul II, où nous avons travaillé ensemble pour commencer cette relecture. Et donc, nous avons pu recueillir des amendements des professionnels. Et bien avant, nous avons organisé les journées d'éthique et déontologique, justement sur la question du numérique, où nous avons parcouru les 12 départements. Nous avons donc pu mobiliser un peu l'attention des professionnels des médias, et la nécessité donc de relire le code s'est imposée à tous. Vous voyez, le journalisme en ligne doit respecter toutes les éthiques professionnelles et les valeurs fondamentales du journalisme, quel que soit le forum ou le format utilisé. Aujourd'hui, le journaliste est responsable à la fois du contenu qu'il produit, des commentaires donc liés à ce que nous diffusons, ainsi de suite. Donc, il faut pouvoir outiller suffisamment l'observatoire pour être en mesure d'adresser de façon précise ces informations. Les informations publiées par les médias, que ce soit en ligne ou dans les médias classiques, ces informations doivent être précises et basées sur les faits. Il faut pouvoir vérifier et publier vraiment les informations sans sensationnalisme, c'est très important. Nous sommes un peu trop poussés vers tout ce qui est sensationnel, sans aucune commune mesure avec le contenu de ce que nous publions quelquefois. Et il faut publier des informations sur Internet sans intention de nuire. Et vous voyez, dans la question de la cybersécurité, la question aujourd'hui du de la cyber, comment je vais dire, sûreté, c'est des questions qui préoccupent énormément au niveau médiatique, et il faut que nous puissions effectivement outiller les conseillers de l'Observatoire pour regarder de près ces questions et éviter les dérives qui peuvent conduire justement en prison, qui peuvent déstabiliser également l'état de droit, et c'est très important. Ah oui, mais certains acteurs des médias reprochent à l'actuelle équipe de l'ODM de mener justement l'exercice toute seule. Non, je pense que je n'ai pas entendu ces reproches, mais je crois que de bonne foi, nous avons associé tout le monde. Ce n'était pas gagné de faire les 12 départements. C'est le lieu justement de saluer l'Union européenne à travers le projet Média D, qui a permis donc de pouvoir regarder de près ces consultations et de continuer à travailler véritablement pour améliorer ce que nous avons. Vous voyez, la question du journalisme en ligne est une question qui s'impose aujourd'hui à nous. Nous avons été rattrapés par la vitesse de l'information. Et donc, on n'a pas vraiment le choix. Donc, ce n'est pas une question en vase clos, c'est une question, c'est un défi collectif pour la corporation. Et je pense que nous sommes en phase, que ce soit avec les anciens, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec les étudiants, que la question donc du monitorage effectif des médias en ligne est une préoccupation régionale, nationale, mondiale. Tous les pays font face à ça. À côté de la liberté d'expression, à côté donc de l'Internet ouvert surtout, mais à côté évidemment de nos valeurs professionnelles, nous devons faire un choix. Et puis tout ça vient se compliquer avec la question de l'intelligence artificielle, qui est à la fois une opportunité et une menace. Tout à fait. Et vous voyez, on ne peut pas rester donc en vase clos pour faire ce travail. Et justement, après cette étape, nous allons continuer. Et déjà jeudi, c'est l'occasion d'inviter encore les professionnels. Nous avons dit que nous allons faire un atelier global ouvert pour que les médias puissent continuer à contribuer et que les journalistes passent vraiment au palais des congrès le jeudi pour davantage voir ce que nous avons déjà fait et contribuer, c'est ouvert. Et après cette étape, nous allons nous rasseoir pour mettre en place quelques directives vraiment sur le monitorage donc, des médias en ligne que nous allons encore diffuser largement par voie numérique
Et donc, tout le monde aura accès et nous restons très ouverts pour que ce travail soit suffisamment participatif et révélateur donc, de ce caractère inclusif que nous voulons pour le nouveau code. Mais actuellement, les 13 conseillers de l'ODEM sont retranchés à Grand Popo. Qu'est-ce que vous faites concrètement au sujet de notre Bible professionnelle? Oui, je l'ai dit tout à l'heure et je ne le dirai pas assez parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la presse béninoise a besoin vraiment de formation, la presse béninoise a besoin d'être soutenue. Et donc, à Grand Popo, les 13 conseillers travaillent au coude à coude avec le projet Mediabay de l'Union européenne pour renforcer les capacités de monitorage et regarder donc de près les éléments, les inputs sur la question donc des réseaux sociaux, du numérique que nous pouvons ajouter. Et l'Union européenne a bien voulu recruter un consultant international qui nous a présenté un peu tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui par rapport au numérique, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Afrique centrale, en Europe, aux États-Unis. Et donc nous avons regardé de façon large tout ce qui est proposé, l'éventail de propositions qui est là. Nous sommes en train donc d'affiner pour voir qu'est-ce qui s'adapte à notre contexte. Et c'est tout ça que nous allons reverser justement à la corporation parce que c'est nous en fait qui décidons. C'est pas un consultant international. Mais dès qu'il a fini son travail, c'est nous qui disons oui, ceci convient à notre écosystème médiatique, ceci convient au Bénin, ceci convient à la corporation. Et donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pourquoi je voudrais à la suite donc de ce travail, de cet appui que nous avons, que les partenaires puissent effectivement soutenir la presse. Nous avons besoin d'une presse impartiale. Nous avons besoin d'une presse qui regarde les questions de développement avec beaucoup de compétences. Nous avons besoin d'une presse totalement orientée vers le développement. Et ça, il nous faut de courage. Il nous faut aborder les questions avec beaucoup de doigté. Et si les partenaires ne soutiennent pas la presse, nous aurons toujours une presse monotone. Nous aurons toujours des journalistes peut-être frileux. Mais aujourd'hui, il faut un peu plus de courage. Nous avons besoin, dans le professionnalisme, d'adresser les questions avec dextérité, parce que nous savons de quoi nous parlons. Et je pense que si les gouvernants peuvent comprendre que la presse, les médias constituent un pouvoir clé pour impulser positivement, je dis, le développement, avoir un bon journaliste, ça ne court pas les rues. Il faut financer vraiment la presse pour que nous ayons de bons journalistes. Que les patrons de presse soient soutenus. Pour qu'en retour, les organes, les journalistes soient soutenus. C'est vraiment un ensemble de trucs. Et je crois que la RAC qui est installée là maintenant va pouvoir nous aider parce que cette RAC comprend tous les enjeux. Cette RAC connaît les problèmes. Et nous avons bon espoir que le système va se déclencher véritablement pour le financement des médias. Dans le monde entier, les médias sont financés parce que l'information est d'abord du domaine régalien de l'État. Et donc, les médias accompagnent ce droit du public à l'information vraie. Et ça n'est pas monnayable. Vous aviez mis, monsieur Aratondi, l'accent sur le professionnalisme du journaliste, pardon. Le code de l'information, le code de déontologie, pardon, et de l'éthique dans les médias, c'est quand même 26 articles, dont, mettons, 22 ou 20, pardon, sur les devoirs du journaliste et seulement 6 pour les droits. Est-ce que ce n'est pas déséquilibré? Est-ce que ce n'est pas l'opportunité aussi de mettre l'accent sur, je dois dire, les conditions favorables à mettre en place justement pour aider le journaliste à être très professionnel? Oui, je partage votre avis que la question peut-être de l'équilibre dans le code est une question qu'on peut regarder vraiment de près. Mais quand vous regardez les droits, les 5 que nous avons véritablement, représentent l'essentiel de ce que le journaliste peut faire. Si déjà dans l'espace public, le législateur et puis les acteurs politiques peuvent permettre que ces droits soient respectés, par exemple, protéger le journaliste lorsqu'il est sur le terrain, lorsqu'il travaille dans l'exercice de sa fonction, favoriser l'accès aux sources d'information, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les gens ont peur de parler. Quand vous donnez votre micro, vous êtes dans l'expérience tout le temps, vous autres qui êtes à la télé. Quand vous envoyez une caméra, les gens sont frileux, on ne sait pas de quoi ils ont si peur. Et donc, il faut vraiment que les acteurs politiques permettent aux médias de pouvoir travailler librement, de pouvoir retrouver les informations de qualité et de pouvoir les servir.
nous avons accordé trop de place à la politique et aux questions politiques dans notre pays, dans notre développement. Il n'y a pas que la politique. Les questions de santé, les questions d'éducation, les questions d'environnement, c'est des questions de développement sur lesquelles nous avons besoin de personnes ressources. Donc l'accès aux sources d'information, c'est un droit, c'est un droit acté par le Code de l'information. Il faut vraiment que les conditions soient favorables à ça. C'est pour ça que dans cette relecture, nous remettons également l'accent sur la capacité du journaliste à protéger ses sources, à ne pas les divulguer et à pouvoir travailler librement pour que nous puissions avoir un espace de liberté, un meilleur espace de liberté où l'investigation a cours. Pour le développement, je dis surtout pour le développement, il ne s'agit pas de publier pour nuire, mais il s'agit de publier pour contribuer au développement. Si nous pouvons réduire la marge politique qu'il y a dans nos médias et nous consacrer davantage aux questions de développement, je parle de l'environnement, je parle de l'éducation, je parle du social, etc. Je pense que nous aurons une meilleure presse et nous aurons forcément gagné quelques points sur la route du développement. En dehors de l'actualité du code, il y a quand même des sujets de grands débats, comme la valeur par exemple de la carte de presse. On a très peu entendu l'ODEM là-dessus. Est-ce que ce n'est pas important pour la 9e mandature? Non, c'est évident. Vous vous rappelez que nous nous sommes mis dans cette danse pour la délivrance des cartes de presse. Nous avons visité les institutions, nous avons appelé les médiathèques de la République, nous avons visité l'ANIP, nous avons fait un certain nombre de choses pour que, effectivement, la carte de presse soit délivrée en son temps. Aujourd'hui, c'est heureux que la nouvelle mandature de la RAC prenne également à bras le corps ce volet et qu'on ait un contenu vraiment pour la casse. Nous avons suffisamment dit, et c'est le lieu de le répéter, que la question, par exemple, de l'assurance santé est une question très importante pour les médias. Il faut que le journaliste qui est vraiment au service de tout le monde puisse vraiment être soigné et sécurisé. Et ça, on a besoin d'un accompagnement réel. Et que les entreprises de presse puissent vraiment avoir la capacité d'accéder à la publicité. Et vous voyez, pour avoir des ressources et travailler, il y a besoin de la mise en place d'une régie pour corriger tous ces aspects. Et donc, pour nous, il est important que nous puissions nous donner la main. Il est temps que nous regardions dans la direction. La presse a toujours fait les rois. La presse est toujours mal chaussée, malheureusement, également. Et donc, il faut que nous puissions réellement demander à ces rois que nous servons tout le temps de regarder un peu du côté de la presse et dire, mais ces gens, ils ont besoin d'être accompagnés véritablement. Il ne s'agit pas de quémander, nous ne quémandons pas quelque chose. Je pense que c'est de droit. Au regard donc de l'importance vraiment de ce que les médias constituent aujourd'hui. Imaginez une petite diffusion sur votre parcours, sur une actualité qui vous concerne aujourd'hui, sur un Facebook ou sur Internet ou sur Twitter. Ça devient viral. Ouais. C'est ça le pouvoir de l'information. Mais c'est ce que nous pouvons utiliser également pour construire le développement. Ça veut dire qu'il faut vraiment que nos dirigeants comprennent que les médias ont un rôle clé, c'est le pouvoir, ce n'est pas un pouvoir. Les médias, je pense que c'est le pouvoir et c'est un pouvoir à respecter, c'est un pouvoir à protéger. Pour que demain, on puisse contribuer à une justice pour tous. C'est important. Qu'on puisse donner la parole aux minorités. Tout le monde ne peut pas parler, donc il faut vraiment que la presse continue d'être la voix des sans-voix. Que la presse continue donc de faire remonter tout ce que nous avons comme problème pour que nous puissions trouver ensemble des solutions. Monsieur le Président, une dernière curiosité, le temps de vous laisser vaquer à vos occupations. On sait que la 9e mandature est venue avec beaucoup d'innovations. En témoigne, d'ailleurs vous l'aviez souligné tout à l'heure, cette journée éthique et déontologique. La première édition, ça a été l'année passée. Cette année, les confrères ne voient rien venir. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais vous avez compris que nous sommes également sur des tâches, puisque quand nous avons fait le tour des départements et que nous avons recueilli les propositions, il faut travailler là-dessus. Et c'est justement de cette tournée qu'est née la révision du code également, vous avez compris. Et donc nous sommes aujourd'hui sur le chantier donc, de cette révision. Nous travaillons acharnement. Nous n'avons pas manqué de continuer à faire le suivi des médias. Chaque semaine, nous travaillons sur un média. Nous avons fait des visites in situ. Nous avons visité des médias, que ce soit les médias publics, les médias privés, pour dire que nous sommes à leur côté et nous les soutenons, les accompagnons.
Notre seul combat, c'est que le journaliste béninois puisse devenir un journaliste de qualité, qu'il puisse respirer l'excellence, qu'il puisse décider de bien faire son travail, sans vraiment parti pris, et sans également profiter, je ne sais pas, des financements occultes pour vraiment pourrir, je veux dire, l'information dans le milieu public. Nous voulons des journalistes intègres, capables donc de nous aider à élever le niveau du débat, que ce soit politique, débat social, le débat de l'environnement. Donc, la 9e mandature fait de son mieux. Nous avons surtout besoin d'accompagnement. Et je vais profiter de votre antenne et je vous remercie déjà pour cette opportunité pour que les partenaires au développement comprennent qu'il est important d'accompagner aux côtés de l'État l'essor, la régulation de la presse. C'est très important que les possibilités donc de subvention puissent s'élever, s'accroître pour le bien-être de tous. L'information et les médias au cœur de la démocratie, je pense que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver au Bénin. Ulrich Vital Arotondi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, 9e mandature. Bonne journée. Bonne journée à vous et merci à tous vos auditeurs. Retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, voici la rubrique santé maintenant. Et nous sommes de retour donc pour parler santé. Esther Tofa, bonjour. Tanguy, bonjour. Nous sommes toujours au mois d'octobre. Hein. Nous allons continuer à parler de cancer de sein, ce mal caustique qui, ma foi, nuit surtout à la jante féminine, puisque, vous le dites si bien, une femme sur 8 en souffre une fois dans sa vie. Il s'agit donc du cancer de sein. Et puisque nous sommes au mois d'octobre, nous allons donc en parler ce matin avec votre invité. C'est une dame, Dr Maïsarat Rafiou, médecin, présidente et fondatrice d'Oasis Bénin. Madame Rafiou, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Esther, vous parlez donc de cancer de sein. Oui, et nous allons d'emblée demander à Madame Rafiou, qu'est-ce que c'est que le cancer du sein? Bonjour, merci beaucoup de me permettre d'être ici. Donc le cancer du sein, c'est une maladie qui s'attaque au sein. Donc c'est une maladie qui, dans les tissus du sein, enfin je reprends, excusez-moi, bonjour. Donc le cancer du sein, c'est une maladie qui va... En fait, dans les tissus, dans le sein, il y aura une multiplication anormale et incontrôlée des tissus du sein. Et du coup, il va avoir la formation d'une tumeur qui va être maligne, qui peut soit rester dans le sein ou se propager dans d'autres parties du corps. Alors, comment est-ce qu'on peut contracter cette maladie? Merci pour la question. Il serait difficile de définir une cause précise à l'apparition du cancer du sein. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des facteurs qui vont favoriser, qui vont augmenter le risque de développer la maladie. Et parmi ces facteurs-là, on a les facteurs non modifiables, c'est-à-dire les facteurs sur lesquels on n'a pas vraiment de contrôle, sur lesquels on n'a pas de choix. Donc parmi ces facteurs-là, on a déjà le sexe féminin. Donc le fait d'être une femme va augmenter ou va plus nous exposer au risque de faire la maladie un jour. Il y a également l'âge. Donc, les personnes de plus de 50 ans sont beaucoup plus exposées également au risque de développer la maladie. Puis ensuite, on a l'histoire familiale. Donc, les personnes qui ont dans leur famille quelqu'un qui a eu un cancer du sein, que ce soit un homme ou une femme, ces personnes-là sont beaucoup plus exposées au risque de développer la maladie un jour. On a les antécédents personnels, c'est-à-dire une personne qui a fait un cancer du sein un jour a également beaucoup plus de risque de développer la maladie encore une autre fois. Enfin, on a l'histoire hormonale. Il faut savoir que dans le processus de développement de la maladie, il peut avoir l'entrée en jeu de certaines hormones, comme les œstrogènes. Et donc, toutes les situations qui vont augmenter l'exposition du corps à ces estrogènes-là vont augmenter également le risque de développer la maladie. Et parmi ces situations, on a les femmes qui ont les règles précoces, donc avant 8 ans et 9 ans. On a également la ménopause tardive, donc après 55 ans. Et il y a également les femmes qui n'ont pas du tout d'enfants, qui sont beaucoup plus exposées à se faire cette maladie-là une fois. Ensuite, on a les facteurs de risque non modifiables, donc ceux sur lesquels, les facteurs de risque modifiables, donc ceux sur lesquels
l'humain a un contrôle, ceux qu'on peut changer, ceux sur lesquels en fait on peut agir. Et parmi ces facteurs-là, on a déjà l'hygiène de vie, donc l'alimentation, une alimentation riche en graisses, en produits transformés et pauvre en fruits et légumes va vraiment augmenter le risque de développer la maladie. On a également la consommation d'alcool et de tabac qui sont également de très grands facteurs de risque de développement de la maladie. Et puis il y a également les apports exogènes d'estrogènes qui généralement surviennent après la ménopause, qui également sont des facteurs de risque de développement de la maladie. Alors docteur, si je vous ai bien suivi tout à l'heure, ça veut dire que les hommes également peuvent faire le cancer du sein. Exactement. C'est vrai qu'il y a un très petit pourcentage c'est un peu moins de 1% d'hommes qui peuvent développer la maladie, mais ça reste quand même une réalité aussi chez les hommes. Alors comment est-ce que la maladie se manifeste? Quand je suis là, comment est-ce que je sais que je suis en train d'avoir les prémices d'un cancer de sein? Ok, donc il y a des symptômes à surveiller. Donc parmi ces symptômes qu'il faut surveiller, c'est l'apparition d'une boule dans le sein, une douleur inexpliquée et totalement inhabituelle qui apparaît au niveau du sein. Il peut avoir la modification de l'aspect, de la taille, de la forme ou de la couleur du sein. Il peut avoir également un écoulement mamelonnaire qui est inexpliqué. Donc ça peut être du sang, du pus ou totalement un autre liquide non identifié. Voilà. Alors quelles sont les conséquences directes de cette maladie? Alors, il faut savoir que le cancer du sein, c'est une maladie qui peut soit rester au niveau du sein ou s'étendre à d'autres parties du corps. Et généralement, c'est vraiment vers d'autres organes vitaux comme le cerveau, vers également le foie, les poumons et parfois même les os. D'accord. Voilà. Mais on rencontre des femmes qui ont subi une ablation du sein due au cancer du sein. Alors, à quel moment est-ce que cette intervention-là est nécessaire? D'accord. Alors, il faut savoir que le cancer du sein peut être très agressif. Donc, généralement, il peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester au niveau du sein. Et parfois même, il peut également s'étendre à d'autres parties du corps. Et généralement, c'est vraiment malheureusement pour en fait contenir le mal et empêcher sa progression vers d'autres parties du corps, on se retrouve obligé parfois de retirer une partie du sein, c'est-à-dire la partie qui est vraiment cancéreuse, qui est contaminée par le cancer, ou vraiment la totalité du sein. Et ça, c'est vraiment pour conserver la vie, c'est vraiment pour donner toutes les chances aux femmes d'en sortir guéries. Alors, en vous présentant tout à l'heure, nous avons dit que vous êtes président de Oasis Bénin ONG. Donc, dans le cadre d'Octobre Rose, vous faites beaucoup d'activités pour sensibiliser les femmes. Et en même temps, vous êtes médecin. Alors, quels sont les conseils? D'abord, vous allez nous dire en matière de prévention, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces femmes-là qui souffrent de cette maladie et à ces femmes également qui ne sont pas encore atteintes de la maladie. Comment est-ce qu'elles vont faire pour préserver la santé de leur sein? D'accord. Donc, merci beaucoup également pour cette question. Le premier conseil que je peux donner déjà, ce serait d'agir sur les facteurs de risque modifiables. Donc, vraiment de favoriser une meilleure hygiène de vie, une hygiène de vie plus saine, en consommant beaucoup de fruits et légumes, en réduisant l'apport de produits transformés dans son alimentation, en favorisant une bonne activité physique, et également réduire, voire totalement supprimer l'alcool et le tabac. Ensuite, je peux conseiller aux femmes de souvent se faire dépister. Et elles peuvent se dépister elles-mêmes tous les mois à la maison, 2 à 3 jours après les règles, en réalisant elles-mêmes l'auto-examen du sein. L'auto-examen du sein, c'est une technique facile, simple à réaliser et totalement accessible et gratuite que chaque femme peut réaliser chez elle à la maison et qui va lui permettre de bien connaître ses seins, de bien connaître son corps et d'être en mesure elle-même de détecter au plus tôt toute anomalie ou tout changement au niveau des seins. Ensuite, généralement, pour le dépistage, on propose aux femmes entre 40 et 50 ans de réaliser une mammographie de dépistage tous les 2 ans. Et ça permettra aussi ça rentre également dans le cadre d'un dépistage précoce de la maladie. Comme conseil aux femmes qui vivent actuellement la maladie, c'est vraiment leur apporter beaucoup de courage. On sait que c'est pas facile, on sait que c'est dur, les traitements sont lourds et aussi très coûteux financièrement. Donc c'est vraiment leur apporter beaucoup d'amour, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire aussi avec le Benin Pink Project, qui est le projet d'Oasis Bénin qui est 100% cancer du sein
Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, vraiment leur apporter beaucoup d'amour, un soutien émotionnel, un soutien psychologique et leur faire comprendre qu'on est là et qu'on est très fiers de ce parcours, de leur courage et qu'on est confiant dans leur guérison. Voilà. Alors, une dernière question. Vous avez parlé de guérison. Est-ce que l'on peut guérir du cancer du sein? Dépister tôt, on a quand même jusqu'à 90% de chances de guérison. C'est pour ça que c'est important de mettre l'accent sur le dépistage précoce. C'est pour ça que c'est important que chaque femme se connaisse elle-même, s'auto-examine elle-même les seins tous les mois pour vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir, si un jour cette maladie apparaît, vraiment mettre toutes les chances de notre côté pour vraiment pouvoir accéder à une guérison totale et complète. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Docteur Maïsarat Rafiou. On vous appelle affectueusement Docteur Maï. Exactement, Docteur Maï. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, Tanguy? Docteur Maï, une curiosité. On conseille souvent aux femmes de procéder à l'évaluation mammaire manuelle pour constater si éventuellement elles ont des prémices de cancer de sein. Vous dites que les hommes aussi peuvent souffrir de cancer de sein. Eux aussi doivent tâter les seins. Comment ça va se faire? Alors oui, pour les femmes, généralement, on propose de le faire 2 à 3 jours après la fin des règles. Mais pour les hommes, ils peuvent bien facilement s'auto-examiner les seins. Ils choisissent un jour dans le mois. Mais il n'y a pratiquement rien sur la poitrine. Comment on fait la palpation? Il faut quand même palper. C'est le même principe que les femmes. C'est vraiment palper tout le sein dans toute son entièreté, presser le mamelon, palper la zone entre le sein et les aisselles et ensuite palper la zone entre les seins et la clavicule. Docteur Maïsarat Rafiou, médecin, président de Oasis Bénin. Merci d'être venu sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. Merci et puis Esther Tofa, journaliste, spécialiste santé sur l'Actu Matin. Merci d'être venu sur l'émission. Bonne journée à vous, chère dame. Bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va souffler maintenant. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas des présidents, nous sommes des procédures. Oui, nous devons avoir... Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée au salon, pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays.
Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Nous ne sommes pas le président, nous sommes de procédure. Oui, nous devons avoir... Un nouvel ambassadeur très bientôt du Niger au Bénin, en tout cas selon les informations recueillies ça et là. Niamey a fait quelques démarches en direction donc, du ministère des Affaires étrangères de Cotonou pour désigner quelqu'un qui pourrait le représenter sur place. Qu'est-ce que ça pourrait améliorer dans l'état actuel des relations entre les deux pays? On va en parler. Et puis on dira deux mots au sujet du football, puisque les Guépards aujourd'hui livrent un match assez capital. Ils sont à Kigali, au stade à Maoro. Ce sera à partir de 17h pour un match contre les Guêpes, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour son édition de 2025 prévue pour soutenir au Maroc. Quelles sont les chances de réussite des Béninois? On dira deux mots à ce propos. William, bonjour. Bonjour. Eric, bonjour. On va déjà commencer par notre premier sujet. Pourquoi, après, mettons, autant, je dois dire, de temps, et après le passage des anciens présidents, c'est maintenant que Niamey propose justement de désigner ou propose quelqu'un à désigner comme ambassadeur? Propose quelqu'un ou essaie de désigner tout ça, ouais. C'est de l'ordre normal de ce qu'il y a entre pays accréditants et pays accréditaires dans ce processus. Mais il ne faut pas être dupe, le processus n'est pas fluide. La normalisation tant attendue depuis la médiation n'est pas de la célérité qu'on aurait espéré dans une brouille qui avait atteint une dimension comme celle-là. En fait, il y a un gros détail. Le détail, c'est que nous sommes très pressés, les peuples sont pressés de voir la redynamisation des échanges Niamey-Cotonou. L'agenda politique et quelque peu l'agenda béninois aussi, des autorités béninoises qui sont bien désireuses, on l'a vu à bien des égards, qui sont bien désireuses de voir les choses vite évoluer. Cet agenda n'est pas celui des autorités militaires au Niger. Nous savons qu'il y a au cœur, le nerf de cette guerre, cette fois ce n'est pas le numéraire, c'est la question sécuritaire évoquée par le Niger. Donc on se rend compte que Niamey ne démord pas jusque-là, qu'en fait il y a beaucoup d'appréhension, de perceptions qui sont toujours sur place, et je pense bien que c'est pour cela que les choses tâtonnent de cette façon. Gilda Sagoncan
a remis ses copies figurées de lettres de créance. On attend la remise officielle des lettres de créance depuis. On s'inquiétait déjà, mais voilà que au moins de l'autre côté, on sent une perche tendue qu'on pourrait saisir de ce côté-ci. Quoi qu'on dise, ce sont des avancées, mais à pas de tâton. Oui, une bonne nouvelle quand même, hein, Eric. Oui, absolument. Vous savez ce qu'on dit dans notre tradition. L'oiseau qui vole finira toujours par se poser un jour, tôt ou tard. Donc je pense que, quoi qu'en soit l'agenda du côté de Niamey ou du côté du Bénin, chaque pays évolue en fonction de son rythme et en fonction des éléments d'appréciation qu'il a dans ce contexte-ci. Nous savons qu'aujourd'hui, nous, du côté Bénin, notre ambassadeur a été reçu par les autorités de façon officielle en présentant sa lettre de créance. Et donc, nous savons que nous avons un ambassadeur du côté de Niamey qui fait son travail. Voilà. Et sans doute que du côté de Niamey, on attend aussi de voir, comment on dit, l'évolution du processus de rétablissement des relations entre les deux pays pour voir comment il faut aussi pousser un pas. Donc c'est une bonne nouvelle dans ce processus que nous observons depuis quelques mois. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plus de calme que de bruit par le passé. Nous n'assistons plus à ces escalades de discours, de propos diffamatoires l'un envers l'autre par médias interposés. C'est bien et ça arrange les choses. Nous savons que dans le cadre du sommet du FOCA, que les deux ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés, ils ont fait un point de presse commun pour faire un peu le point de l'évolution de la situation et c'était plutôt positif, vraiment, et c'est ce que nous souhaitons. Voilà. Et je pense que il faut espérer que les deux pays qui aujourd'hui amorcent une bonne descente dans ce processus puissent véritablement achever l'œuvre pour que ce que nous attendons le plus, qui est justement l'ouverture de la frontière côté Niger soit effective. À cela, on peut ajouter aussi que du côté du pipeline, je n'ai plus non plus souvenance de ce qui est encore un problème parce que le pétrole du Niger continue toujours pas être évacué par le port de Sémé. Donc j'estime qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on essaie de trouver des solutions et faire en sorte que les relations s'établissent le plus tôt possible. Oui, mais tout cela est long pour les populations, pour les hommes d'affaires, pour ceux qui doivent voir les frontières ouvertes. Et on attend toujours à ce que qu'on ait un nom qui atterrisse sur la table de Bakari, Adjadi Bakari, ou qui n'en est pas. Est-ce que vraiment ça contribue à faire ouvrir les frontières? En fait, c'est ça l'agenda. Entre la médiation, la visite des chefs d'État, des anciens chefs d'État à Niamey et la descente des autorités nigériennes ici à Cotonou, il y a eu un temps. Entre-temps, l'eau a coulé sous le pont entre la venue ici des autorités nigériennes et la rencontre des ministres des Affaires étrangères à Pékin. Entre cet agenda, ils nous l'ont dit sur place à Pékin qu'ils se rencontreraient en septembre aux Nations Unies. Bon, quelques petites 2 semaines, ils se sont vus aux Nations Unies. Maintenant, on a attendu aussi 2-3 semaines pour avoir cette nouvelle cette fois. Je ne sais pas. Les crises ont regardé, par exemple, ce qu'il se passe au Moyen-Orient. Vous voyez les tacts, même les Rwandais et Congolais qui s'entre-déchiraient sérieusement, quand ils ont accepté de discuter, regardez la célérité avec laquelle cela va. Les problèmes ne sont pas les mêmes, je le reconnais, les contextes ne sont pas les mêmes. Pas du tout, pas du tout. Et les enjeux ne sont pas les mêmes en présence. Mais on aurait souhaité, comme vous l'avez dit, vous savez, on est bien ignorant hein, des réalités de la diplomatie. On en a une grosse idée, mais exprès, on ne veut pas savoir comment ça évolue ou on est juste assoiffé, impatient de voir la poignée de main Tchani Talon, de voir la frontière ouverte, même s'il n'y a pas poignée de main et que les frontières s'ouvraient. C'est déjà le plus important pour nous. Et dans un contexte comme celui-là, je pense que nous sommes sur le bon chemin. Peut-être prier une plus grande célérité, des avancées beaucoup plus... contrairement à Eric, je pense que notre ambassadeur n'est pas encore pleinement en fonction. On n'avoue pas
remis les lettres de créance. Vous savez, les copies figurées, c'est une grosse formalité. Le patron de la diplomatie, de la politique étrangère d'un État, c'est le chef de cet État. Et c'est le cas avec Tchiani. Donc, aujourd'hui, je me dis qu'il faut qu'on fasse bien. Est-ce qu'on attend de nommer un ambassadeur après 6 ans de poste du précédent et la petite crise dans laquelle nous sommes? Est-ce qu'on attend de nommer un nouvel ambassadeur ici pour entériner de l'autre côté? Parce que tout dépend de l'agenda du chef de l'État. Rien ne lui impose le délai dans lequel il reçoit le diplomate accrédité après les remises de copies figurées à son ministre des Affaires étrangères. Donc, nous sommes juste impatients, béninois, et je parie nigériens aussi, de voir, et pourquoi pas autres ouest-africains, on est impatients quand même de voir cet agenda aller à un rythme. Eric, en quoi est-ce qu'on va pouvoir aider à ouvrir les frontières? Oui, puisque c'est le plus important pour la population. D'abord, ça permet donc au Niger de disposer, comme on dit, d'une personne ressource fiable. Je suppose qu'à travers l'ambassadeur, ils ont pleinement confiance pour que des informations qui vont peut-être quitter Cotonou vers Niamey soient les plus officielles possibles, voyez-vous, parce que dans ce qui nous est arrivé par le passé, il y avait beaucoup d'intoxication, beaucoup de confusion, beaucoup d'amalgame, voilà, sur beaucoup de questions. Et donc, sur place, l'ambassadeur peut lui-même se faire sa propre idée des faits, peut lui-même s'informer auprès de ses propres sources, peut être en contact avec nos autorités de façon directe et échanger sur des questions en temps voulu, voyez-vous, et tout ça, pour que la relation soit plus franche. Et là, on ne peut plus soupçonner ici ou Y de vouloir déstabiliser un pays, de vouloir porter atteinte à la sécurité d'un État. Parce que ça aussi, ça a fait défaut dans ce que nous avions vécu juste dans un passé récent. Parce que les informations allaient dans tous les sens. Il n'y avait pas de source officielle. On se soupçonnait beaucoup. Et donc, les ambassadeurs ont véritablement ce rôle à jouer, que ce soit du côté du Bénin ou du côté du Niger, pour que leur présence au niveau de ces pays puisse créer un pont d'informations officielles, saines, pour l'amélioration des relations. Après suivra, je pense que chaque chose ira à son temps. Après suivra ce que nous attendons le plus, ce que les opérateurs économiques attendent le plus. Malheureusement, dans ce genre de situation, on ne reviendra plus sur ce que ces opérateurs économiques ont perdu comme manque dans le business. On ne reviendra plus sur les dommages que cette crise a créés dans la vie de nos concitoyens qui justement utilisent le corridor Cotonou-Niger, malheureusement. Alors, on a l'impression, en tout cas, et William, vous l'avez souligné tout à l'heure, les choses vont à un rythme assez poussif. On a bien l'impression que, malgré le passage et les démarches de 2 anciens présidents béninois, que véritablement on est en train d'aller suivant l'agenda de Niamey et que c'est lui qui détermine quand est-ce que ça bouge. C'est apparent, ce que vous dites, c'est apparent, et je suis tenté d'employer encore un mot que vous connaissez bien à mon vocabulaire. C'est presque évident, en fait. Parce que, vous savez, quoi qu'on dise, la nuée de suspicion n'est pas totalement partie. Les bribes de méfiance demeurent par endroits. Mais il y a une grosse chose, et ça je le concède à Eric, les déballages médiatiques, la guerre par médias interposés, franchement, les déclarations sur les médias sociaux, l'implication d'activistes dits panafricains, les tensions ou le hold-up, le one-man show et tous les anglicismes que vous voulez. En fait, tout ça est rangé. Le débat est davantage responsable. Les choses devraient donc aller très vite. Pourquoi cette traîne? En fait, cela voudra dire qu'au-delà du show médiatique, les sujets de division demeurent, la pomme de discorde est tout entière, en fait. Maintenant, vous savez, il y a 6 mois, ces éventualités n'étaient que de l'ordre des espoirs et des espérances nourries dans l'imaginaire et dans l'optimisme de ceux qui pouvaient y croire. Mais aujourd'hui, ces choses sont de l'ordre du concret, commencent à venir. Donc,
On continue à espérer peut-être. Maintenant, je ne dis pas qu'il y ait encore des concessions à faire, ou je lis juste qu'on a peut-être moins discuté, on a été peut-être moins franc, ou on n'a pas trouvé les bonnes solutions. Parce que si on propose jusqu'à l'extrême de se faire inspecter, ainsi de suite, militairement et tout, et que nous allons toujours à ce rythme du paresseux, c'est que nous n'avons peut-être pas fait les meilleures offres. Et si côté Niamey, les assurances qu'on cherche doivent arracher, je ne sais pas, les pupilles ou arracher les globes aux yeux, à nos appareils de vue, c'est qu'on en demande peut-être trop aussi. Je suis de ceux qui pensent qu'on est en train d'amorcer la descente, mais qu'il faut encore des coups d'accélérateur. Il faut des projectiles de bon, hein, parce que Israël envoie impunément sur Beyrouth, mais des projectiles utiles et dynamiques. Après, si les choses vont très vite, Tanguy, on risque aussi d'interpréter cela autrement. On peut estimer que, bon, en réalité, il n'y avait pas autant de problèmes. Si on avait... Donc, il faut montrer que c'était vraiment compliqué. C'est pourquoi il faut ralentir. Vous savez, dans le fond de cette affaire, il y a un pays qui a accusé de déstabiliser un autre pays et un pays qui estime que j'ai absolument aucune intention de le faire. Alors, si, dans ce que nous souhaitons, cette rapidité, on rétablissait les relations, on pourrait se poser une question. Donc, peut-être sur la crédibilité des accusations. Au départ, si tant est que la solution avait été vite trouvée, est-ce que du côté de Niamey, on a eu déjà toutes les assurances qui faisaient dire à certaines personnes beaucoup de choses? Est-ce qu'en si peu de temps déjà, on a démilitarisé la zone qui était identifiée comme étant zone tampon rouge par laquelle on veut agresser ce pays voisin? Enfin, je me pose des questions. Et donc peut-être qu'il faut jouer aussi sur le temps pour montrer qu'à la fin, en fait, ça n'a pas été facile. Donc ce dont on accusait X ou Y qui était... Donc une grosse théâtralisation peut-être de la crise. Donc il faut traîner un peu. Après, nous savons que dans tout ce qui a pu, comment on dit, créer de distance entre les nations, les solutions diplomatiques ont toujours pris du temps. Justement, ce n'est pas des questions qu'on règle dans l'espace d'un sommet ou de 2 sommets, dans l'intervalle entre le FOCAC en Chine et puis les Nations Unies. Ce n'est pas non plus, comment on dit, un truc comme on se retrouve à un dîner et dit, bon voilà, écoutez les gars, on se retrouve. Donc je pense que je préfère même que le temps soit pris pour que ce nouveau départ que nous allons prendre dans cette relation, que les deux pays savent que c'est pour toujours et que jamais on aura encore à déplorer ces genres de rapports entre humains. C'est comme une relation amoureuse. Quand ça arrive à ce niveau, on prend le temps nécessaire de soigner les blessures pour que le départ soit peut-être pour l'infini, quoi. Mais dans cette affaire et au rythme où on voit les choses avancer, est-ce que vous pensez vraiment que le Bénin, ma foi, tient vraiment les premiers rôles, ou plutôt suit juste la cadence, le temps pour Niamey de bien faire les choses? Ce qui est clair et que j'ai entendu de la part des autorités, que ce soit du Bénin ou du Niger, le Bénin et le Niger restent un pays voisin. Et ils vont rester éternellement. Ça ne va rien changer à cela. Cataclysme, donc ça ne sert à rien de chercher à savoir. Je crains que ce cataclysme ne puisse même exister. Donc ça ne sert à rien de chercher à savoir qui contrôle ou qui ne contrôle pas. Voilà. Et avec l'infini de la vie, nous savons que Tiani ne va pas rester là éternellement. Patrice Talon non plus. Et donc c'est peut-être encore d'autres personnalités qui vont prendre la tête de ces pays, qui vont sans doute continuer les bonnes relations entre les deux pays. Après, j'estime que ces derniers temps, au regard des relations, enfin, de l'actualité du côté du Niger avec les questions d'inondation, ils ont été pas mal occupés. Je ne pense pas que parmi les priorités aujourd'hui, ce soit la question de la relation entre le Bénin et le Niger. Il faut s'occuper... C'est une question économique, au-delà de l'aspect diplomatique. C'est très important parce que non seulement c'est économique, puisque leurs transporteurs, leurs ressortissants sont quand même des opérateurs économiques, mais c'est aussi d'ordre social parce que justement, ils transportent des vivres, ils transportent beaucoup de choses, etc. On a l'impression, en tout cas, que
dès lors que le pétrole coule et que les autres choses relativement vont avec, bon, les choses peuvent marcher à pas de tortue, etc. C'est gagnant-gagnant. Et sûrement que après, je dois dire, cette étape où on a envoyé... Je me demande pourquoi vous faites la question de cette forme. Vous-même le savez, en Libye, on a 2 gouvernements, mais si le pétrole coule, ça va. Donc partout où le pétrole coule, tout va bien. Non, quand le pétrole coule vers la bonne source. Justement, et que il y a des sens dans lesquels, quand le pétrole coule, je suis totalement d'accord. Catastrophe. Mais dans le bon sens, c'est ça j'appelle couler, couler de source. Quand le pétrole coule de source, que les billets vont avec, tout le monde va bien, quoi qu'on dise. Alors après, donc, le nom qui a atterri sur la table, c'est le patron, le vice-patron de la diplomatie béninoise. Ce sera quoi l'étape prochaine? On va nommer un ambassadeur, lui aussi va présenter les copies figurées de ces lettres de créance, puis après on va commencer à se regarder, ou bien on va se donner rendez-vous dans l'antichambre de l'Union Européenne peut-être, pour parler aux Nations Unies ou en Chine pour se dire des mots, alors que les 2 capitales sont quand même à quoi, environ moins de 1000 km l'une de l'autre. Oui, un peu plus l'une de l'autre, mais on préfère aller se voir à plusieurs milliers de kilomètres pour parler. Non, voilà les frères d'une famille qui ont du mal à se parler, sinon se rencontrent très peu. Mais sur les festivités, sur les invitations, quand ils se croisent, ils disent « Ah, cher frère, comment tu vas ?» Est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine? Est-ce qu'on ne discuterait pas la semaine prochaine? Est-ce qu'on peut pas se voir la semaine prochaine? Est-ce qu'on peut pas se voir au partage de verres? Maman Ils sont très occupés dans leur quotidien, qu'ils ne se voient pas sortir chacun de chez lui le matin. Voilà, c'est peut-être cela. Oui, Eric. Mais je pense que sur cet aspect, je ne sais pas si, comment on dit, si on questionne l'histoire, on ne va pas retrouver des conflits qui ont été résolus à l'extérieur des 2 pays impliqués. Et vous savez, généralement, on estime que dans ce genre de situation, quand on se retrouve en terrain neutre, les discussions sont plus apaisées et mieux. Quand vous quittez vos frontières, vous vous retrouvez dans d'autres pays, les problèmes personnels qu'on a disparaissent rapidement. C'est comme nos ennemis politiques à l'intérieur du pays, mais quand ils se retrouvent tous à Paris ou je ne sais... Ils se souhaitent bienvenue dans le game chacun. Oui, parce que bon, là-bas, ce n'est que le seul frère proche de toi que tu as, autour de toi. Mais la nuance ici, justement, donc, je pense que ça joue aussi. Et donc... cette sympathie qu'on retrouve à l'occasion des sommets et puis tout ça, bon, on estime qu'il faut saisir l'occasion de ces rencontres. Non, mais la matière dans laquelle nous sommes, peut nous amener à voir les choses autrement, j'en conviens. Mais le souci, c'est quoi? Quand la délégation nigérienne se compose avec de hautes autorités, vient en territoire béninois exclusivement en Chine, il n'était pas ni le Bénin, ni le Niger, n'y allait pour parler... redynamisation des relations. Ils y étaient pour prendre un peu d'argent chez les Chinois, avec la façon dont les Chinois financent les économies que vous connaissez là. Ils étaient allés prendre avec leurs investisseurs, tout ça. Donc, c'était pas l'objectif. Donc, quand c'est au détour, quand c'est en marge, vraiment, et que au collatéral on va se faire quelques accolades, ne nous demandez pas d'y mettre le sérieux diplomatique qu'il faut, mais si cela permet au moins de poursuivre le dialogue, d'écrire des communiqués conjoints, de se parler, de parler la même langue, de dire les choses dans les mêmes mots, ça tombe bien. Maintenant, à la question que vous faisiez, est-ce que le prochain ambassadeur on va continuer à rallonger les étapes? Oui, moi c'est... Tant qu'il n'y aura pas un coup d'accélérateur, comme je le disais dans une analyse précédente, on risque de l'avoir parce qu'un débat va se poser bientôt. Est-ce que Talon attend que Tchiani reçoive officiellement les copies, sinon les lettres de créance de Gildas Agoncan, pour recevoir les lettres de créance du diplomate nigérien qu'on amènera ici? Est-ce que les très souverainistes du côté béninois ne diront pas attention, il ne faut pas qu'il le fasse en premier, sinon le Bénin est en train de faire une courbette, ainsi de suite? Donc
Bref, pour que cette tergiversation ne revienne pas dans le débat, il est beaucoup plus évident de faire travailler les films. Moi, j'ai toujours cru en une médiation externe, et c'est là que je finis, Tanguy, dans ce conflit. Moi, j'ai toujours cru qu'il faut, c'est tout ça que je mets dans les coups d'accélérateur qu'il faut. Les anciens présidents ont posé les balises. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore les armes pour donner un rythme plus grand? Est-ce que quand on va dans la cinématique calculer les vitesses des acteurs et des corps en mouvement aujourd'hui dans ce champ magnétique, est-ce que ils ont encore l'énergie si on calcule leur masse moléculaire? Est-ce que ça pèse encore à ce stade ça a permis de déclencher le débat. C'était le fondement, c'était fatidique à un moment donné. Mais est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'avoir fouet pour faire avancer un peu des perrons? Je pense que en la matière, on a toujours vu le Bénin prendre le devant des choses. Rappelez-vous que l'initiative comment on dit, d'aller échanger avec les deux personnalités au niveau des deux pays est venue des personnalités du Bénin. Rappelez-vous aussi que la proposition que les autorités du Niger puissent sillonner le Bénin et essayer de voir, comment on dit, ce dont on nous accusait, est venue du Bénin. Et donc, je pense que si Niamey choisit son ambassadeur, que le Bénin va aussi prendre le pas de vite formaliser son installation, n'est-ce pas, et ne pas estimer que parce que du côté de Niamey, on n'a pas finalisé l'installation de l'ambassadeur, qu'il faut aussi faire de même. Donc je pense que là-dessus, je ne suis pas en train de voir Cotonou traîner sur le choix que fera Niamey sur son ambassadeur. On va changer de sujet, on va parler de football. C'est l'actualité au plan national aujourd'hui, puisque les Guépards, l'équipe nationale du Bénin, vont affronter les Guêpes, l'équipe de football rwandaise. Cette fois-ci, on sera en terre rwandaise, et donc on verra ce que ça pourrait donner après la manche allée de 3-0 en faveur des félins. On se demande ce que ça va donner, William, du côté du stade Amaoro à partir de 17h à Cotonou. Il n'y aura pas de tapis vert, soyez-en convaincus. Au nom de ça, il faut jouer au foot. On comptait pas sur un tapis vert non plus. Parce que nous sommes allés bien en jambes là-bas. Est-ce que j'ai dit que vous comptiez sur un tapis vert? Vous avez... Mais je vous rappelle juste que cette fois, il n'y aura pas de tapis vert. Oui. Et comme au Félicia, il faudra jouer au foot. Je ne suis pas très satisfait, bien que mauvais footeux. Je ne suis pas très satisfait du jeu des Béninois à Félicia au Fouette-Boigny. Mais ils ont remporté 3-0. Une victoire ce soir nous donne presque à 99% l'assurance. Il fallait que le Nigeria batte, mettons, la Libye. Mais là, avec la situation qu'il y a présentement entre les deux pays, c'est bien difficile. Hein. Et une parenthèse, ce que vous faites, vous fait. Ce que vous faites aux autres vous arrive. Tout le monde vous dira qu'il est extrêmement difficile de jouer au Nigeria aussi. Oui, surtout en match retour. Absolument. Ils font atterrir les gens à des kilomètres. Les joueurs se fatiguent pour revenir. Voyager à bus. Ça ne fait que leur revenir, hein, ce qu'ils font. Parenthèse fermée. Mais ils se plaignent comme s'ils étaient les victimes. Quand j'ai lu et quand j'ai souri, j'ai dit, demande à tes prédécesseurs, capitaine en équipe nationale, ce que votre diplomatie de football, des sports en général, ce que le Nigeria fait subir. C'est comme, excusez, je ne stigmatise personne, c'est comme les grandes nations de football dans l'espace maghrébin. Ils sont les meilleurs du continent, mais attention, ils font subir les pires choses parfois aux adversaires. Et nous sommes sur le même continent. On dira que c'est l'influence géopolitique dans les sports, mais attention, pour finir sur cette parenthèse, je n'y crois pas. C'est ça qui arrive aux frères nigériens. On est frères, hein? C'est le même pays, le Bénin et le Nigeria. Mais ayons le courage de couper à chacun sa part du gâteau. Celle qui leur revient, c'est la plus grande dans cette histoire. Je n'encourage pas la Libye à procéder, à ne pas faire fair play, comme ils sont en train de le faire là, mais le Nigeria est réputé. Le Bénin peut en témoigner dans cette histoire. Maintenant, est-ce qu'on a des chances de gagner ce soir? On a des chances de gagner quand on a suivi le match aller. Le fond de jeu n'est pas très intéressant, à peine 4 passes réussies côté béninois. Le jeu, ça flotte, mais on a mis des buts. Sur des coups de pied arrêtés, on a été parfois décisif. La tête de Mounier nous a souri, parce que ça ne sourit pas tous les jours. Donc, en fait,
on a eu quelque chose, et je sens que dans le fond, avec la confiance du sélectionneur, des choses progressent légèrement, et je suis confiant, pas totalement, mais j'ai une certaine espérance ce soir. 2-1 ou une victoire 1-0 nous aiderait à être en confiance, même si on n'est pas totalement rassuré de la qualification. Je crois que c'est 10 000 fois mieux si on veut aller à Rabat, à Marrakech ou je ne sais où l'année prochaine, et surtout ça nous met en pole position en attendant la suite des événements dans le groupe. Eric, c'est vraiment difficile de répondre à une telle question. Vous savez, nous avons une équipe qui évolue en dents de scie. Tantôt, on nous donne un peu d'espoir, tantôt on nous déçoit. Et ce qui fait qu'aujourd'hui... C'est ça la magie, le charme du football et du sport. En réalité, vous pouvez avoir... je dois dire toute l'expérience de l'Algérie, toute cette hauteur, je dois dire cette facture. Les fans ont le cœur en l'air, juste pour des qualifications. Avoir cette facture, par exemple, de l'équipe sénégalaise, se fait battre par la Côte d'Ivoire, par exemple. Être Algérie, se fait battre 1-0 par la Mauritanie en phase finale de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique. C'est ça le charme du foot. Depuis la CAN Égypte, on pensait qu'on avait déjà fini avec les préliminaires. Ah oui, sérieusement. Même à la recherche d'une qualification, on n'a pas se fait trop de soucis. On peut se forcer les parce que même le Nigeria a raté des qualifications. Je ne parle pas du Nigeria, je parle de mon pays. Oui, mais le Bénin a commencé à jouer à la CAN en 2004 seulement. En 2004. Donc, nous observons ce qui va se passer du côté de Kigali. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est la victoire. Oui, un Béninois... mais est-ce que c'est possible? Vous ne pouvez pas dire. Un Béninois serait très content à la fin de la journée d'avoir la nouvelle de ce que son pays a gagné. Imagine combien de bouteilles de bière vont pleuvoir. Peut-être que ça peut nous aider dans cette actualité de tentative, machin, de Steve, oui, de... au moins de sauvetage. Ça nous apporte une autre information de joie, de bonheur. On commencer à se constiper, en effet. C'est l'un des rares événements dans le monde où... voilà, quand ça se passe, tout le monde se retrouve dans un bistrot, dans un restaurant. Voilà, on parle d'une même voix, on crie, on chante l'hymne national, on est vraiment... je voudrais que l'état d'esprit de nos joueurs soit véritablement dans ce sens. Et de savoir que l'histoire ne se trompe pas. Si ça se joue aujourd'hui, c'est parce que les Béninois ont envie d'une victoire, ont envie de voir les couleurs nationales participer à cette CAN Maroc. Moi, j'ai été déçu, justement, de voir le président de la fédération promettre, je ne sais pas quelle Pourquoi sorte. Vous êtes déçu? Oui, parce que on joue dans une équipe nationale. La victoire d'abord, les récompenses après. Oui, mais il faut une motivation. Il ne va pas leur dire, je vous réserve de paix de jeu de chacun. J'aurais aimé que son discours soit écouté. Le peuple vous regarde aujourd'hui. Vous avez une dette envers ce peuple. Vous avez déçu une fois. Ou comme Eto. Vous les avez déçus. Ça n'a rendu service au Cameroun. C'est quelque chose. La dernière fois, ils se sont fait éliminer, je crois, en quart de finale. Mais c'est quelque chose. Vous les avez déçus une fois. Vous les avez déçus une seconde fois. Cette fois-ci, vous n'avez pas droit à l'erreur. Au contraire, même les menacer. Oui, parce qu'ils représentent chaque Béninois. Non, mais ils représentent quelque part les récompenses après. Écoutez, on ne peut pas quand même motiver une équipe avec autant d'argent, avec se passer aussi loin en termes d'échecs. Non, je pense qu'il nous faut être exigeant et mettre dans le tête que ce n'est pas de la rigolade. D'Égypte 2000. Non, 2019. Vous allez trop loin. Notre dernier match qui nous a éliminés pour la qualification à la CAN, je rebrousse Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas dit que c'est pas pratiquement les mêmes têtes qui sont là. J'avais comme référence 2019. Pourquoi ramener le baromètre? Tout de suite là, on a perdu un match. Si banalement en Sierra Leone, nous les accompagnons avec nos prières et nous savons véritablement qu'ils vont prendre l'enjeu de la situation et de savoir ce que le peuple attend d'eux véritablement. Un échec, je pense que nous allons vivre ça très 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 mal. Très mal. Même pas un match nul. Nous les encourageons à une victoire ce soir. Un adversaire que vous avez dompté. Vous êtes félin et vous allez dans les airs dompter des abeilles. Bon, pas des abeilles, des insectes, des guêpes, voilà, des insectes. On a mangé des lions quand même dans cette affaire. Hein? On en a mangé 2 quand même. Et puis après, on est tombé. Il est très nostalgique. Contentez-vous de cette histoire. On nous appelait les consommateurs des lions. Sauf que celui de la Tenga vous a coincé dans la gorge. Vous a coincé dans la
gorge en quart de finale. Allez les gars, merci beaucoup d'être passés par ici ce matin. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. La revue de presse, juste quand j'aurai tourné le dos. Bonne journée. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj.